Écoutez à nouveau Maître Christophe Ingrin, l'avocat de Nicolas Sarkozy. Avant ça, une dernière minute, l'enfant de 12 ans enlevé dans l'Orne a été retrouvé, le suspect interpellé, c'est-à-dire que l'alerte enlèvement vient d'être levée. L'avocat de Nicolas Sarkozy qui estime que la condamnation de son client a été faite au bénéfice du doute. Il y a eu 12 ans d'enquête, d'instruction. Il y a eu ces 14 semaines d'audience avec un parquet national financier très dur, très véhément, très violent contre Nicolas Sarkozy. Il en aurait fallu beaucoup de courage. Il aurait fallu beaucoup de courage pour aller dire à tous ces gens-là, vous vous êtes trompés. Bien, on regrette qu'il n'y ait pas eu ce courage et qu'en effet, on ait eu recours à cette infraction qui est une sorte de voiture-balai en droit pénal, l'association de malfaiteurs. Quand tout a échoué, on peut toujours sortir l'association de malfaiteurs et on a eu recours à l'association de malfaiteurs pour le condamner. C'est un peu ce qu'on appelle une condamnation au bénéfice du doute. C'est-à-dire, sauf que cette condamnation au bénéfice du doute, elle est extrêmement lourde, mais on peut rien prouver, mais on peut pas prouver le contraire non plus. Ce qui est incroyable, Louis de Ragnel. En droit, on ne peut rien prouver, mais on ne peut pas prouver non plus. Mais c'est même au-delà du droit, c'est-à-dire que c'est du bon sens. Tous les Français, tous les gens qui écoutent ça, je pense, comprennent, c'est une évidence, que en fait, Nicolas Sarkozy n'avait aucune chance dans cette histoire. Puisque tous les arguments qu'il apporte, en réalité, n'ont aucun crédit. C'est-à-dire qu'on dit, mais non, mais c'est pas possible. Et tout ce qu'il n'a pas fait, il peut pas prouver ce qu'il n'a pas fait. Non, mais en fait, vous êtes accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait, et vous devez fournir des preuves matérielles que vous n'avez pas fait ce qu'on vous reproche. Ça va même plus loin que ça, parce que il y a une idée très dérangeante qui vient, c'est qu'on a l'impression que l'obsession des juges, c'était d'obtenir une seule chose, l'idée et bientôt possiblement l'image de Nicolas Sarkozy en prison. C'est ça qu'ils voulaient obtenir, parce que là, c'est un scandale. Il n'y a pas de mandat de dépôt. Voilà. Ben oui, il n'y a pas d'exécution provisoire. Oui, voilà. Donc il fallait vraiment border la chose de manière à obtenir cette victoire symbolique, peu importe d'ailleurs qu'il fasse très peu de prison au total, mais obtenir qu'il passe au moins quelques semaines en prison. Évidemment. Mais c'est pas la justice, c'est autre chose. C'est la vengeance, c'est le règlement de compte. C'est pas la même chose. Non, mais il y a la volonté de mettre Nicolas Sarkozy en prison, évidemment. Il y a sauver encore une fois le PNF, parce que si ce soir Nicolas Sarkozy n'est pas condamné à 5 ans de prison, étant donné qu'il n'y a pas d'argent libyen dans sa campagne présidentielle et qu'il n'y a pas de pacte de corruption et que le document Mediapart est un faux, mais le PNF, ils peuvent fermer, ils mettent la clé sous la porte, ils rentrent chez eux. Ils ont fait plus de 10 ans d'enquête et ils sont totalement désavoués. Donc ils ont fait appel. Oui, voilà, ils ont fait appel et donc ça sera peut-être même plus dur. Il y a une mouche sur le appel. Ça sera peut-être même plus dur Elle tourne autour de vous. Oui, c'est ça, elle tourne autour de moi. Elle est peut-être de Mediapart. Ça sera plus dur en appel si effectivement le PNF n'est pas désavoué. Catherine Ney. Oui, mais je crois justement cette enquête qui a duré très longtemps avec des juges qui avaient open bar pour avoir tous les billets d'avion pour aller partout, enquêter partout pour trouver de l'argent. Ils n'en ont pas trouvé, mais je crois justement qu'ils en voulaient pour leur argent. On n'a pas travaillé comme ça pour qu'il n'ait rien. Donc, et ce qui a été surtout extraordinaire dans ce procès, c'est avant qu'il commence, le procureur Bonner, le procureur du parquet national financier, était venu dire sur une télé concurrente « Notre thèse est celle d'un pacte de corruption ». Voilà. Et donc, il annonçait l'association de malfaiteurs avant que le procès commence, avant d'entendre des avocats qui ont fait un travail formidable, qui ont vraiment même été au-delà, grâce d'ailleurs aux documents que leur avaient donnés les juges, ont pu trouver notamment que Takedine, ils ont pu entrer dans ses comptes, ont vu que l'argent avait été chez Takedine, l'argent libyen, il n'avait jamais été en France. Ils ont prouvé tout ça. Mais enfin, le procureur disait le pacte de corruption, c'était ça, ils n'en sont pas débordus et c'est devenu l'association de malfaiteurs qui permet à Nicolas Sarkozy, qui les autorise à le mettre en prison. Autre témoignage que je voulais vous faire écouter, un autre des avocats de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Darrois, il estime qu'il y a une justice spéciale pour Nicolas Sarkozy. Écoutez-le. Ben oui, ça c'est sûr. Il y a pour Sarkozy une justice très spéciale. Est-ce que la justice veut abattre des hommes politiques? Moi, je ne veux pas le croire. Je suis avocat. Je veux continuer à respecter la justice. Mais si vous me demandez si je fais confiance, eh ben, pour l'instant, ma réponse est non. Voilà, pour l'instant, la réponse est non. C'est l'un des avocats de Nicolas Sarkozy qui le dit, Louis de Ragnel. On est face à un cas d'école au plan juridique. On est face à quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire que maintenant, on peut être condamné à une peine de prison pour une intention présumée qui n'a donc pas été prouvée. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Et ça devrait, on le disait tout à l'heure, sonner comme un avertissement pour toute la classe politique. Parce que ce qui arrive à Nicolas Sarkozy,
pour arriver, oui, mais comme ce sont les hommes politiques qui font la loi, qui ont possibilité de la faire ou de la défaire, ils devraient tous se saisir de cette affaire parce que ça devrait les interpeller. Et je reconnais que moi, je comprends qu'ils ont peur, qu'ils ne veulent surtout pas affronter la bête, entre guillemets, qui est devenue le parquet national financier et qui dépasse tout le monde. C'est-à-dire qu'on a créé quelque chose qui est devenu surpuissant, qui est en totale autonomie au sein de l'État. Enfin, c'est pas au sein de l'État, mais c'est devenu un pouvoir, une forme de pouvoir un peu incontrôlable. Alors, vous évoquez les Français, écoutons leurs réactions. La plupart de ceux que nous avons interrogés se disent choqués. Je trouve que c'est sévère, parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui font beaucoup plus que ça et qui ne prennent pas autant. Donc c'est un peu sévère. Pour un président de la République, il fallait quand même qu'il ait du sursis. Moi, je trouve que c'est bien parce que les hommes politiques puissent avoir la même peine que n'importe quelle personne. C'est scandaleux. Cette condamnation n'est pas juste. Voilà. C'est plus la juge, la présidente du tribunal, a plus rendu un verdict politique que justice. Scandaleux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président Sarkozy, c'est un verdict qui ne repose sur aucune motivation sérieuse, et notamment la condamnation, mais le mandat de dépôt avec exécution provisoire, c'est un véritable scandale. C'est une sorte d'abus de pouvoir, en quelque sorte, de la part des juges. Voilà pour ce qu'en disent les Français, Eric Nolot. De très bonnes analyses. Alors moi, j'attends au-delà de ce micro-trottoir les premiers sondages. Ça ne m'étonnerait pas que quand même les gens aient compris quand même le déni de justice auquel on vient d'assister. Mais il y a autre chose qui a été un peu évoquée en filigrane, c'est quand même cette collusion entre certains médias et la justice. Parce que à partir du moment où le document de base est faux et qu'il a servi à mettre en train cette machine, Catherine le disait, 10 ans d'enquête, des moyens vraiment considérables. Pareil qu'on manque d'argent dans la justice, dans certains cas, on trouve des sommes considérables pour la rendre, ou plutôt pour rendre un déni de justice. Moi, j'aimerais bien qu'on se penche d'un peu plus près, et notamment, qu'est-ce qui va se passer pour Mediapart maintenant que officiellement on a dit que ce document était faux, que ça a été dit. Mais rien. Normalement, il pourrait être mis en cause pour faux usage de faux, diffusion de fausses. Non mais. Oui, alors que Plenel appelle les gens à s'abonner à un média qui a aussi bien réussi. Mais non, mais ce qui est dingue, c'est que Mediapart revendique un triomphe ce soir. Sauf que les raisons pour lesquelles Nicolas Sarkozy est condamné ce soir n'a rien à voir avec les thèses qui ont été défendues par Mediapart, puisque Mediapart a défendu 2 thèses sur la base d'un faux document. Premièrement, il y a eu de la corruption, et deuxièmement, il y a eu un financement illégal étranger, donc libyen, de la campagne présidentielle. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a rien de tout ça. Bien sûr. Tout de même, Catherine, on se trouve dans un cas de figure où le 13 octobre prochain, Nicolas Sarkozy est convoqué par le parquet national financier. Il aura une date pour son incarcération. Comment on peut envisager cela en réalité ? C'est une chose qu'on a vraiment de la peine à imaginer, quoi. Alors maintenant, vous prenez votre petit sac, vous entrez dans une cellule et vous restez combien de temps ? Ça va durer combien de temps ? Et je veux dire, c'est vraiment pour une peine pareille pour un homme comme lui. Alors il y a une dame qui dit, mais c'est normal, les puissants doivent payer comme les grands criminels, mais enfin ceux qui... Mais je veux dire, aujourd'hui, la justice est beaucoup plus clémente pour les trafiquants de drogue, pour tout ça. Le réquisitoire de 7 ans, franchement, même les grands trafiquants de drogue n'ont pas autant. Alors là, et là, justement, pour de l'argent, chercher de l'argent, il n'y en a pas. Et que, je veux dire, les raisons pour lesquelles on va l'incarcérer, c'est absolument un scandale. Oui, voilà. Louis Dragnel. Non, je voulais simplement faire un petit point aussi sur tout ce qui a été raconté au sujet de la Libye. Il faut se souvenir, les gens, en fait, il y a eu plein de fantasmes qui ont été projetés à l'époque, au moment où Nicolas Sarkozy fait des déplacements, échange avec Mouammar Kadhafi. C'est un moment où Mouammar Kadhafi essaye de tourner le dos au terrorisme et essaye d'incarner une forme de pays à peu près, nouvellement sûr, fiable, au sud de la Méditerranée. Et la France, dans ce contexte-là, essaye de nouer des accords avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, avec donc la Libye, pour empêcher les vagues migratoires. Et d'ailleurs, après la chute de Mouammar Kadhafi, il y a eu des vagues migratoires extrêmement importantes qui passaient par la Libye, puisque la Libye s'était effondrée. Et donc c'était tout à fait normal qu'il y ait eu tous ces déplacements. Vous savez, quand même Emmanuel Macron va dans des pays un peu sensibles, eh bien, il y a des émissaires d'Emmanuel Macron qui sont envoyés avant et qui, évidemment, rencontrent parfois les responsables des services de sécurité, le patron de la police, le renseignement, qui ne sont pas forcément des gens très fréquentables. Mais
ça fait partie, si vous voulez, de la diplomatie française. On a des intérêts et parfois on est un peu obligé de discuter avec des gens qui n'ont pas la même conception de la démocratie que nous. On l'a vu très récemment avec Emmanuel Macron qui a invité le nouveau président syrien en France, qui était quand même l'ancien chef de Al-Nosra en Syrie, donc qui a du sang sur les mains. Donc je trouve que par rapport à tout ça, tout le monde s'est un peu rué aussi en expliquant qu'aujourd'hui ça paraît ahurissant quand on lit certains papiers, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Libye, c'est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Eh bien à l'époque, lisez les coupures de presse, ça avait du sens. Et les gens comprenaient pourquoi il y avait un intérêt à ce que la France participe à solidifier un peu ce pays qui est en train de tourner le dos au terrorisme. Ce qui est troublant, c'est que l'ancien président était depuis le mois de janvier sous bracelet électronique. Il est resté 6 mois, tout ça dans l'affaire Bismuth pour un pacte de corruption imaginaire. Et là, maintenant, c'est 5 ans de prison pour un pacte de corruption finalement imaginaire aussi. Donc c'est troublant que 2 fois de suite, il soit victime de l'imagination débordante et malveillante des juges. Éric Nolot. Ça pose aussi une autre question, c'est qu'après l'affaire Cahuzac, on a voulu moraliser à toute force, sous le coup de l'émotion, parce qu'il fallait donner quand même des gages à l'opinion publique, et qu'on n'a pas bien mesuré ce qu'on avait mis en place, parce que tout ce qui est décidé aujourd'hui est en effet basé sur ce qui a été décidé après l'affaire Cahuzac. Ça devrait, des effets très pervers, et ça devrait quand même nous inciter à plus de prudence. Bien sûr. On va écouter, vous avez raison, l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Ingrain, qui dit que son client, en se posant la question de son état d'esprit, a la rage de prouver son innocence. Écoutez-le, il était sur notre antenne. Certains peuvent espérer qu'il arrive affaibli, parce que déjà détenu et ayant déjà, si c'est le cas, passé du temps en détention. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas avec lui. Il lui en faudra beaucoup plus, il en faudrait beaucoup plus pour l'affaiblir. Il y a une rage de montrer son innocence qui est plus forte que tout. Donc il ira en appel, en cassation, devant la Cour européenne des droits de l'homme, jusqu'au bout du processus judiciaire. Absolument. Et comme il le dit toujours, à la fin, je gagnerai. C'est possible d'ailleurs, Louis de Ragnel, qu'à la fin de tout ce parcours judiciaire, son innocence soit reconnue. Entre-temps, il aura peut-être, je dis peut-être, été incarcéré. Après, c'est la conviction de Nicolas Sarkozy qui d'ailleurs le clame partout, je suis innocent, donc je sais que c'est la phrase de son avocat, donc je sais que je gagnerai. Et c'est vrai que ça, c'est la force qu'ont parfois des personnes innocentes qui, jusqu'à la fin de leur jour, coûte que coûte, vont essayer de convaincre le plus possible la justice, tout le monde, qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. Et donc c'est vrai qu'on connaît la détermination de Nicolas Sarkozy, je le vois pas renoncer, et jusqu'à ce qu'il soit totalement relaxé, je pense qu'il utilisera tous les recours, toutes les voies possibles pour faire triompher son innocence. Catherine Ney. Oui, mais il faut dire que depuis des années, il a quand même vécu un calvaire. Alors est-ce les effets d'un caractère qui était quand même très fort et qui suscitait des craintes autour de lui? Ça c'est vrai, qu'il m'a mené un peu par les gens et il s'est fait beaucoup d'ennemis. Mais enfin, entre le Clearstream, où on le suspectait d'avoir des comptes dans une banque suisse, italienne, et c'était rien, c'était fomenté plus ou moins par Dominique de Villepin. Après, il y a eu l'affaire Bettencourt, où on le suspectait d'avoir pris de l'argent pour financer sa campagne auprès d'une vieille dame qui était sourde et un peu gâteuse, disons les choses comme ça. Et puis, il a été encore relaxé. Enfin, il y a toujours... il est quand même, depuis des années, les années passent et il y a toujours quelque chose à lui reprocher. Et voilà. Donc, est-ce que c'est sa personnalité qui suscite des réactions très vives? Mais enfin, il le paie cher, quoi. Mais que son innocence soit ou non reconnue à la fin, certains auront pris leur revanche, il aura été en prison, puisque c'est quand même l'hypothèse la plus probable. C'est ça qu'ils veulent obtenir. D'ailleurs, ils ne demandent pas qu'il reste des années en prison, mais simplement le symbole de ce qu'ils considèrent comme un ennemi politique sera le plus important. Il aura été en prison, ça aura été... Je pense que c'est l'hypothèse la plus probable, je ne suis pas un juriste, et ça aura été le premier président de la Ve République à connaître ce sort. Catherine voilà ce qu'il cherche. C'est le scalp de Nicolas Sarkozy que cherche la justice. C'est le scalp, je pense qu'il va y avoir du champagne ce soir débouché du côté du syndicat. Ouais. On a été rejoint par Bernard-Henri Lévy, philosophe. Bonsoir à vous, merci beaucoup. Bonsoir. Évidemment, on évoque cette condamnation de Nicolas Sarkozy, 5 ans de prison, avec un mandat de dépôt, avec exécution provisoire. Il sera convoqué le 13 octobre prochain. Tout ça
pas part de soupçons de financement d'argent libyen pour sa campagne électorale de 2007. Aucune preuve n'a été trouvée par la justice, malgré des années d'investigation. Aucune trace d'argent personnel. Quelle est votre réaction ce soir, Monsieur Bernard-Henri Lévy ? Ma réaction tout à l'heure, lorsque je l'ai appris comme tous les Français, j'étais sidéré par cette décision. Et d'autant plus sidéré, vous venez de le dire, que la présidente du tribunal avait passé les minutes et les heures qui précédaient à innocenter l'ancien président Sarkozy. À dire en effet qu'il n'y avait pas d'enrichissement, qu'il n'y avait pas de corruption, qu'il n'y avait pas... que le document principal qui avait servi à l'accabler était un faux. Et puis, terminer sur cette histoire d'association de malfaiteurs, c'est en effet hallucinant. Et ça veut dire, au fond, enfin, si j'ai bien compris, qu'un homme peut être condamné aujourd'hui sur une présumée intention. Voilà. Donc, ça pose des questions sur notre état de droit, Bernard-Henri Lévy. Écoutez, ça pose en tout cas des questions sur la décision qui a été prise ce matin, sur la juridiction, le PNF qui l'a prise. Il y a des vraies questions. Moi, de surcroît, le hasard fait que je suis là aujourd'hui, mais puisque et c'était pas pour parler de ça au départ. C'était prévu depuis longtemps. Mais il se trouve que j'ai une intime conviction sur cette histoire. C'est une époque 2011 où, et pour cause, je voyais beaucoup Nicolas Sarkozy. Je le voyais souvent. Et j'ai l'intime conviction qu'il n'est pas coupable de ce qui lui est reproché. Et donc que c'est une injustice qui lui est faite ? J'ai l'intime conviction qu'il n'est pas coupable, comme il le clame d'ailleurs, d'ailleurs à la fin de l'audience, avec, je trouve, beaucoup d'élégance et de force et de dignité. Le document que Mediapart a sorti au moment de la présidentielle était un faux. La justice l'a affirmé aujourd'hui. C'est ce que je vais vous dire. La justice a dit dans ses attendus, avant de prononcer sa décision, que ce document, qui est un des documents clés, était un faux. Donc tout ça est assez kafkaïen quand on sait par ailleurs que cet homme, cet ancien président de la République, a été poursuivi par la justice depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec des méthodes étranges. On a beau nous dire qu'il est dans la loi, que des avocats peuvent être écoutés. J'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble quand même que ce n'est pas tout à fait la norme. Que l'on écoute les avocats qui sont en principe les gardiens du secret, que l'on écoute de manière systématique, je crois, les écoutes dérivantes. Il y a quelque chose là qui inquiète. Et moi, il me semble que ce qui vient de se passer aujourd'hui, au-delà de ceux qui défilent sur les plateaux depuis quelques heures, inquiète sûrement beaucoup les Français. Ça crée un sentiment d'insécurité chez les Français, de voir celui qui fut le premier d'entre eux subir ce sort-là. C'est quand même sûrement, enfin il me semble, pour quiconque, il y a là un sentiment très très étrange et très inquiétant. Au plan symbolique, au plan international, l'éventuelle incarcération de Nicolas Sarkozy, on verra ce qui se passera après le 13 octobre, serait un signal désastreux pour notre pays, selon vous, Bernard-Henri Lévy ? Évidemment que ça sera désastreux. Mais ça sera d'abord désastreux pour... Enfin, d'abord, oui. D'abord pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. C'est quelque chose d'inimaginable. Pour la France, bien sûr, et il l'a dit d'ailleurs. Il a été le premier à le dire. Il dit c'est la France qui a été salie. Encore une fois, dans cette forte et belle déclaration, je ne sais même pas où il a trouvé l'énergie et la force de prononcer ces mots au sortir de la salle d'audience. Quel panache, quand même. Quel panache. Évidemment. Et allez-y, pardon. Non. Après, j'espère, j'entendais, je crois que c'est sur votre plateau, sur un BFM, je ne sais plus, un de ces avocats qui disait que les... C'était chez nous. Chez vous, bon. Qu'il n'était pas certain qu'il irait en prison. Ben
j'en forme le vœu. Voilà. Et pourquoi j'en forme le vœu? Parce qu'en fait, il y a un truc. Alors, dans mon ignorance crasse que j'ai des mécanismes de justice, je sais quand même qu'il y a un truc qui s'appelle un appel. C'est-à-dire que dans la justice des pays démocratiques, il est prévu que la justice peut se tromper, qu'elle peut commettre une erreur. Et que vous êtes présumé innocent. Et comme elle commet une erreur, il y a une seconde instance. Et donc cette histoire de mandat de dépôt entre la première et la deuxième instance, comme si le président Sarkozy allait se sauver, ou comme s'il allait récidiver, parce que c'est ça la règle. On vous met en prison quand vous risquez de recommencer, ou quand vous risquez de vous sauver. Il n'y a aucun risque, ni l'un ni l'autre. Donc il y a là une volonté d'humiliation qui est difficile à comprendre. Une grâce présidentielle d'Emmanuel Macron serait envisageable, selon vous? Pardon ? Une grâce présidentielle d'Emmanuel Macron serait envisageable? J'en sais absolument rien et je suis incapable de répondre à cette question. Mais j'ai une question pour vous. Éric Nolot. Vous avez répondu comme Français, comme citoyen, comme quelqu'un qui a beaucoup fréquenté Nicolas Sarkozy à un moment, mais qu'est-ce que ça vous inspire comme philosophe, cette situation? La faillibilité de la justice, le fait qu'elle est, peut-être plus que qu'on ne le pense, sujette à l'effet des passions humaines. Les juges sont des femmes, sont des hommes, elles et ils ont leurs passions, leurs convictions. Et apparemment, ce qu'un philosophe peut espérer, peut croire, et ce qu'un citoyen peut espérer, c'est que la justice consiste à se mettre au-dessus de tout ça. Au-dessus des passions, notamment. Au-dessus de ses propres passions, de ses propres... Voilà. Et apparemment, ça n'est pas toujours le cas, et il est probablement, pour le philosophe, plus difficile qu'on ne le croit de se dresser, de se hisser au-dessus de ses propres passions, intérêts idéologiques, ou détestation, ou amitié personnelle.